parti. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Bérangère Stassin, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine. Et donc, je suis ici aujourd'hui pour vous parler cyberharcèlement à l'école et évoquer avec vous quelques pistes éducatives qu'on pourrait mobiliser pour tenter d'enrayer ce phénomène qui est donc aussi étroitement relié à un autre phénomène qu'on appelle le harcèlement scolaire. Avant de commencer, je voudrais remercier les personnes qui m'ont invitée, donc Juliette Filiol et ses collègues Sophie Gonfier et Sandrine Geoffroy, donc, qui ont créé le collectif Ludodoc, dont c'est la première année aujourd'hui, enfin c'est la première fois que ce collectif participe à Ludovia, et je remercie aussi chaleureusement les organisateurs de Ludovia pour m'avoir également invité et accueilli. Donc l'idée de cette intervention, voilà, je prends juste quelques précautions, c'est pas de venir avec des pistes magiques et dire qu'on va comme ça évincer la violence scolaire et la cyberviolence. C'est plutôt l'idée c'est de restituer un peu les réflexions qu'on mène actuellement au sein du CREM, qui est le centre de recherche et d'études sur les médiations, le laboratoire en sciences humaines et sociales dont je fais partie. Et je travaille au sein de ce laboratoire avec d'autres chercheurs qui sont Brigitte Simoneau, Corinne Martin, Aurore Promonet, Sylvie Pierre et Stéphane Goria. Et nous essayons ensemble d'apporter aussi notre pierre à l'édifice concernant la définition de la cyberviolence. On verra que c'est pas évident de donner une définition de ce phénomène, de réfléchir aussi donc à la manière de proposer des pistes pédagogiques pour les établissements scolaires, et on travaille aussi sur les représentations sociales de la violence. Donc pour cela, on interviewe des collégiens, des lycéens, des enseignants et également des parents, mais ces travaux sont vraiment embryonnaires, donc je n'aurai pas aujourd'hui de résultats particuliers à vous apporter concernant ce travail sur les représentations. Donc pour commencer, on peut parler du harcèlement scolaire très rapidement. On sait que c'est un phénomène qui en France a longtemps été englobé dans la question de la violence scolaire en général, alors que dans d'autres pays, notamment les pays scandinaves, c'est vraiment des problématiques qui sont traitées depuis plusieurs décennies. L'idée du harcèlement scolaire, c'est que c'est une violence qui est exercée de manière répétée à l'égard d'un élève et dont les conséquences sont parfois assez importantes, telles que la perte d'estime de soi, les troubles du sommeil et aussi tous les problèmes liés au décrochage scolaire. On a tendance à dire que le cyberharcèlement est un prolongement du harcèlement scolaire, mais on va voir que les choses ne sont pas toujours aussi simples. On peut être harcelé hors ligne et également subir du harcèlement en ligne, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais avant toute chose, on peut peut-être commencer à voir ce qu'on entend par cyberviolence, et je vous propose peut-être une petite typologie de la violence en ligne. Donc quand on parle de violence en ligne, on va voir qu'il y a différentes formes de violence en ligne, et que la première, c'est ce qu'on appelle l'exclusion sociale, qui est aussi une forme de violence hors ligne. Donc exclusion sociale en ligne, c'est le fait de refuser l'accès à une personne. Ça peut être, alors ça c'est souvent le cas dans les jeux en ligne, ça peut être tout simplement, si on se focalise vraiment sur ce qui se passe dans les collèges ou les lycées entre élèves adolescents, la création d'un groupe Facebook auquel un élève ne participera pas. Il est possible qu'au sein de ce groupe, on se moque de cet élève. En tout cas, c'est bien une forme d'exclusion sociale. L'usurpation d'identité, c'est le fait d'utiliser la messagerie ou les réseaux sociaux d'une personne en ayant piraté sa boîte mail ou son mot de passe. Ça peut être également le fait de créer un faux profil au nom et au prénom d'une personne pour diffuser des contenus compromettants à son égard. La violence verbale, elle reste quand même la principale forme de violence en ligne. C'est tout simplement le fait d'utiliser les réseaux sociaux ou les téléphones portables pour insulter, se moquer, menacer ou répandre des rumeurs à l'égard d'une personne. On a également une violence sexuelle. Alors, c'est violence sexuelle en ligne, c'est ce qu'on appelle en fait ce phénomène de sexting et de revenge porn, ou également d'envoi d'images choquantes. Donc, l'idée de cette violence, à la base, elle est pas, ce sont des actes qui ne sont pas censés être violents. On peut prendre l'exemple d'une jeune fille qui réalise des selfies dénudées, intimes pour son petit copain, et le garçon qui, pour différentes raisons, partage ses photos avec ses copains. Et on le sait, il y a plusieurs cas qui ont fait l'actualité, ou en tout cas qui sont relevés dans les établissements,
les photos font le tour du collège ou du lycée. On parle de revenge porn vraiment quand ces photos, elles sont publiées à des fins de vengeance suite à une rupture sentimentale qui est mal vécue. Donc ça, c'est aussi une forme de violence sexuelle au sens où voilà, le fait de voir son corps nu sur le web, parfois dans des positions très intimes, ça constitue une forme de violence sexuelle. La violence physique, c'est la même chose, c'est une violence physique qui a lieu hors ligne, mais qui est médiée et médiatisée par les réseaux sociaux. Donc on a beaucoup parlé au début des années 2000 de happy slapping, qui était le fait de filmer des agressions, ou plus particulièrement, j'y reviendrai tout à l'heure, de perpétrer des agressions en vue de les filmer et de les diffuser en ligne. On en entendait parler ces derniers temps, mais en tout cas, s'il y a des personnes de l'Académie de Metz-Nancy, nous avons entendu parler en décembre dernier d'un challenge Facebook qui s'appelle le Marave Challenge. C'était une forme de renouvellement du happy slapping. Donc le but de ce challenge était d'agresser une personne. Donc pour gagner 30 €, il fallait agresser une jeune fille. Pour gagner 10 €, agresser un jeune homme. Et bien évidemment, le but des challenges Facebook, c'est de prouver qu'on a relevé le défi. Et le meilleur moyen de prouver qu'on a relevé le défi, c'est de filmer l'agression et de la mettre en ligne. Autre challenge Facebook qu'on peut considérer comme une violence physique. Alors cette fois, c'est pas une violence physique qui est exercée à l'encontre d'autrui, mais à l'encontre de soi-même. C'est tous ces challenges qui impliquent le corps, qui sont un peu des formes renouvelées, des jeux dangereux, des jeux d'agression qui existent depuis plusieurs années au sein des établissements scolaires. Donc vous avez peut-être entendu parler du Fire Challenge ou de l'Ice and Salt Challenge ou du Blue Wall Challenge. Donc le but du jeu, c'est de se faire mal. Si on prend le Salt and Ice Challenge, c'est un challenge qui constitue à se déverser une portion de sel sur la main ou sur l'avant-bras, à y déposer un glaçon et à tenir le plus longtemps possible. Donc quand on met de la glace sur du sel, ça provoque une brûlure assez importante, mais comme le glaçon anesthésie la peau, vous pouvez tenir longtemps, vous ne sentez rien, et puis plus votre brûlure et plus votre crevasse est grande, plus vous avez la chance d'obtenir de nombreux likes de la part de vos amis. Je dis ça avec beaucoup d'humour. On se rassure, c'est vraiment des épiphénomènes. On a relevé peu de cas en fait, alors en France et à l'étranger, mais ce sont des choses qui existent quand même. Le Fire Challenge consistant, lui, à se déverser du liquide inflammable sur le corps, sur son jean par exemple, et à y mettre le feu. Et donc il faut éteindre le feu le plus rapidement. Donc en général, c'est un challenge qu'on relève soit dans sa salle de bain pour pouvoir rapidement sauter sous la douche ou auprès d'une piscine. C'est pareil, on n'en a pas entendu parler en France. 4 cas aux États-Unis ont fait l'actualité puisque les jeunes se sont gravement brûlés. Bon, ça c'est voilà, je les mets en forme de violence physique. C'est pas du harcèlement. Vous allez dire quel est le lien? On sait quand même que parfois les jeux dangereux, quand les élèves sont victimes de harcèlement scolaire, on peut justement les inciter à relever ce type de défi, et sous la pression sociale, il est possible que des jeunes réalisent ce type de challenge un peu malgré eux. D'autres études, alors ça ce sont tous les travaux qui sont menés en France par Sigolène Kouchochix et ses collègues comme Benjamin Moignard. Ce sont des travaux qui se sont vraiment intéressés à la violence verbale et sexuelle en ligne et qui ont quand même relevé des éléments après qu'il faut continuer à creuser, à étudier, mais la violence en ligne au sein des établissements scolaires, elle serait quand même relativement ancrée dans le sexisme, l'homophobie et les stéréotypes de genre. On a beaucoup parlé, je vous ai parlé tout à l'heure des phénomènes de revenge porn. Donc là, l'idée, c'est à partir du moment où une jeune fille s'est adonnée à des selfies intimes, c'est de la considérer comme une fille facile et de répandre la rumeur selon laquelle elle est une fille facile. Concernant l'homophobie, ce ne sont pas nécessairement des insultes qui vont toucher des élèves homosexuels, mais en tout cas dans les études, on montre que les garçons victimes d'homophobie le sont soit parce qu'ils sont ouvertement homosexuels,
soit parce que leur comportement ne correspond pas aux normes de virilité, d'hétérosexualité en vigueur. Donc ça peut être un garçon qui est trop gringalet, qui peut-être traîne trop avec les filles pendant la cour de récréation, pendant la récréation, n'est pas assez sportif, etc., etc. Les moqueries liées à l'apparence physique, ce sont souvent, et ça, c'est pas les réseaux sociaux n'ont rien inventé, on le sait, hein, que les élèves en surpoids sont au cours de leur scolarité victimes de moqueries liées à ces problèmes de surpoids ou d'obésité. Ça peut être des problèmes aussi, des insultes liées à la couleur des cheveux, à un problème de dentition ou également à la couleur de peau. Donc ça, les anglo-saxons appellent ce phénomène body shaming, hein, le fait de se moquer de l'apparence physique et corporelle d'une personne. Concernant le prolongement entre la violence en ligne et la violence hors ligne, tout à l'heure en introduction je vous disais, c'est pas parce qu'on est violenté hors ligne qu'on le sera en ligne et vice versa. Donc là c'est la chercheuse Catherine Blaya qui a bien répertorié les différentes cas de figure qui existent au sein des établissements scolaires. Donc soit la cyberviolence prolonge la violence hors ligne, donc l'élève est déjà victime de violence et de harcèlement au sein de son établissement et les brimades se poursuivent le soir ou le week-end à travers les réseaux sociaux. Ça peut être à contrario une cyberviolence qui est exercée une fois et qui va déclencher la violence hors ligne. Et souvent, c'est ce qu'on observe avec les phénomènes de revenge porn. Finalement, la jeune fille, elle passait totalement inaperçue dans son collège, elle avait aucun problème, elle n'avait jamais été prise à partie ou victime d'aucune brimade. Elle réalise ce selfie, le selfie est mis en ligne sur les réseaux sociaux et puis du jour au lendemain, elle se retrouve comme ça avec la réputation de fille facile et elle fait l'objet de différentes rumeurs et d'insultes. Donc là, c'est vraiment le harcèlement ou la violence qui est provoquée par quelque chose qui s'est passé sur les réseaux sociaux et pas nécessairement au sein de l'école à la base. On voit aussi que parmi les agresseurs, donc ceux qui sont violents, qui sont harceleurs hors ligne, le sont aussi en ligne. De même, certaines victimes sont aussi cyber-victimes, mais on a des agresseurs qui ne sont pas cyber-agresseurs et vice-versa. Il y a des élèves qui s'adonnent à la violence en ligne, peut-être parce que c'est plus facile quand on est caché derrière son écran, on est peut-être plus désinhibé, on n'a pas accès au visage de l'autre, donc il y a quand même une diminution de l'empathie qui est observée. Et de même, on peut être victime en ligne et ne pas être victime hors ligne et vice-versa. Donc ça c'est important de le souligner parce que c'est vrai que moi j'ai interviewé une jeune fille l'année dernière qui s'appelle Valentine Miriglia qui a écrit un petit ouvrage autobiographique qui s'appelle Mon combat de ronde, dans lequel elle explique que toutes les brimades dont elle a été victime de l'école primaire au lycée, et selon elle m'a dit, moi en tout cas je n'ai jamais eu aucun problème avec les réseaux sociaux. Alors peut-être qu'on s'est moqué de moi sur Facebook ou je sais pas par SMS, mais en tout cas moi je n'ai jamais eu accès à ces contenus, donc je ne me considère pas du tout comme avoir été victime de cyberharcèlement ou de cyberviolence. Et c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, dans les discours médiatiques, on a l'impression que dès qu'il y a de la violence en ligne ou hors ligne, il y a aussi de la violence sur les réseaux sociaux ou vice-versa. La question du genre, donc là, c'est est-ce que les filles ou les garçons sont plus impliqués dans la violence en ligne? Et les études sont assez contradictoires en fait. Certaines études nous disent que les filles seraient plus impliquées que les garçons dans la violence en ligne, puisque les filles, c'est bien connu, réussiraient plus facilement à s'adonner aux insultes, aux rumeurs, etc., cachées derrière leur écran, alors que les garçons s'adonnent plus facilement à la violence physique. D'autres disent au contraire que les garçons sont plus impliqués dans la violence en ligne que les filles, et d'autres encore disent que les filles et les garçons sont autant impliqués les uns que les autres. Donc en fait, on ne sait pas trop. Ça aussi, c'est souvent mais le cas des études en sciences sociales sur des phénomènes en plus très récents. C'est qu'on, selon sans doute les pays, les collèges, les établissements, les échantillons, on arrive à des résultats contradictoires.
Donc maintenant, concernant la question de la réputation, quand on étudie vraiment les différents cas de figure, les différents exemples de cyberviolence et de cyberharcèlement, on se rend compte que la question de la réputation, elle est jamais très loin et qu'on ne peut pas étudier la cyberviolence sans faire le lien avec la question de la réputation à la fois des victimes et des agresseurs. De manière générale, quand on s'adonne à la violence en ligne, le but est de nuire à l'image et à la réputation de la cible. Et encore une fois, donc bon, je ne suis pas obsédée par le revenge porn, mais c'est quand même une violence en ligne qui permet de décrypter pas mal de choses. Quand une personne est victime de revenge porn, donc généralement une fille, mais ça peut être aussi, enfin les garçons peuvent aussi être victimes de revenge porn, hein, soit justement pour les outer, c'est-à-dire révéler leur homosexualité, ou tout simplement pour révéler leur infidélité. Voilà, ça cible plus particulièrement les filles, mais ce serait faux de dire que le revenge porn ne cible que les filles. En tout cas, quand le revenge porn cible une fille, le but c'est de la faire passer pour une fille facile. C'est ce que les anglo-saxons appellent le phénomène de slut-shaming. À partir du moment où la fille a couché, a embrassé, s'habille de manière un peu trop osée et trop maquillée, on lui donne la réputation de fille facile. Donc là, c'est bien sa réputation qui est comme ça mise en jeu. J'ai fait des copies d'écran pour vous donner un exemple très précis qui a touché une jeune Française. Donc c'était le 31 décembre 2015, donc une jeune lycéenne qui est en soirée du Nouvel An avec son petit copain chez des amis. Et en fait, à un moment, ces deux jeunes gens s'éclipsent dans la salle de bain pour un moment d'intimité et ils n'ont pas vu qu'un de leurs camarades les a suivis très discrètement et qu'il est en train de filmer la scène. Donc la scène se retrouve immédiatement partagée sur Snapchat et Twitter. C'est vraiment un exemple que je donne souvent puisque en fait cette vidéo a fait l'objet en 4 jours de 100 000 tweets. 100 000 tweets au sein desquels on trouvait des tweets qui étaient plutôt rédigés de manière à défendre la jeune fille, mais la plupart des tweets étaient plutôt à caractère sexiste, moqueur, etc. J'ai fait une copie d'écran. Donc vous êtes là à la défendre, mort de rire, mais une pute reste une pute, elle n'a plus qu'à assumer vu qu'elle devait aimer ça. Donc ça c'est le genre de contenu en fait auquel cette jeune fille a dû faire face. Donc ça s'est passé le 31 décembre 2015 et moi je me demandais bien ce que devenait cette jeune fille puisque voilà, elle a quand même été anonymisée dans la presse. Et donc récemment, ça devait être en février ou mars, on a un complément d'enquête sur France 2 qui a été dédié au revenge porn et à la consommation de sites pornographiques par les adolescents. Et cette jeune fille a été interviewée par la journaliste. Donc elle est revenue sur l'histoire en disant que déjà petite, elle avait vraiment souffert forcément du fait que cette relation sexuelle qu'elle a eue avec son copain s'est retrouvée en ligne, du fait que plus de 100 000 personnes l'aient vue, ça a vraiment augmenté son sentiment de honte, le fait d'avoir reçu toutes ces insultes, indiquant qu'elle était une fille facile, etc., etc. Et en fait, ce qui l'a vraiment interpellée, c'est que son petit copain, lui, n'a jamais été victime d'insultes. Enfin, c'est complètement passé inaperçu. Et donc, elle dit au cours de l'interview, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que la fille et le garçon ne sont pas vus de la même façon. Moi, on m'a insulté, on a essayé de m'anéantir moralement, alors que le garçon qui était avec moi, on l'a félicité, on ne l'a jamais sali. Je trouve que c'est totalement inégal. Une jeune fille qui a été victime de revenge porn, donc c'est donc la jeune fille qui a été victime de revenge porn, qui est anonyme. Donc elle explique aussi, et ça va me permettre d'enchaîner sur la suite, que donc elle était en terminale au moment des faits. Donc voilà, on a vraiment le cas de figure de quelque chose qui s'est complètement produit en dehors du lycée, 31 décembre 2015, soirée du Nouvel An, mais forcément dès qu'elle est revenue au lycée début janvier, cette vidéo avait fait le tour de l'établissement. Donc elle a décidé de changer de région et comme elle l'explique, parfois malheureusement certaines personnes me reconnaissent et encore 3 ans après on vient encore me parler de cette vidéo et c'est un peu dérangeant. Mais je vais y revenir après quand on évoquera la question de l'identité numérique. Alors, la réputation des victimes, forcément, est entachée au sein des réseaux sociaux quand il y a cyberviolence, mais on se rend compte aussi que la cyberviolence peut parfois être exercée pour gagner en popularité au sein des réseaux sociaux. Et là, on a toute une littérature qui
s'est penché vraiment sur ce phénomène, donc les travaux de Serge Tisseron ou bien évidemment les travaux de Dana Boyd. Et là, on peut prendre l'exemple de la violence physique, happy slapping, dont on a parlé tout à l'heure. Serge Tisseron a bien montré que ce n'était pas une agression filmée, mais une agression qui était perpétrée en vue d'être filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Vous avez un chercheur aussi qui s'appelle Le Breton, qui a longuement étudié cette forme de violence, qui nous dit « Filmées avec délectation, ces scènes deviennent ensuite des trophées envoyés sur Internet ou sur les portables des proches pour valider l'exploit. La surprise et la terreur de la victime sont un ingrédient majeur du plaisir des récepteurs et elle est une garantie de réputation pour celui qui agit et qui filme. » Au sein de ces travaux d'Anna Boyd, donc dans l'ouvrage qui a été traduit par Hervé Lecronier aux éditions Cigale et Fourmi, donc c'est compliqué, Dana Boyd explique bien que parfois le lancement de rumeurs, insulter les camarades, se moquer d'un tel ou d'un tel, alors hors ligne ou en ligne, c'est parfois fait simplement pour amuser la galerie. On se moque de quelqu'un, on fait rire les autres, on gagne en popularité. Donc c'est pareil, ça c'est un élément à prendre en compte parce que dans le discours médiatique, on a l'impression parfois quand on entend certaines personnes parler du harcèlement scolaire et du cyberharcèlement que nos adolescents sont tous des pervers, des psychopathes et que le seul but quand ils se lèvent le matin c'est d'aller faire mal à l'autre. Parfois c'est un peu plus complexe que ça. Donc la cyberviolence, ça peut être aussi un moyen de gagner en popularité au sein des réseaux sociaux ou au sein de la cour de récréation. Ensuite, pour faire le lien avec l'identité numérique et arriver petit à petit à la question des traces numériques, on a montré, donc, avec ma collègue Brigitte Simoneau, que la cyberviolence s'appuyait sur les 3 dimensions de l'identité numérique qui a été définie par Fanny Georges. Donc Fanny Georges, c'est une chercheuse qui a défini l'identité numérique. Je pense que peut-être vous connaissez tous, mais pour rappel, elle nous dit donc l'identité numérique, c'est l'ensemble des traces que nous laissons en ligne à travers nos pratiques informationnelles ou communicationnelles. Et ces traces, elles sont de 3 ordres. Sont toutes les traces déclaratives qui correspondent à ce que je dis de moi, qui suis-je, ce que j'aime faire dans la vie, mes goûts, ce que j'achète, etc. Identité agissante, ce sont toutes les traces que nous laissons à travers notre navigation, que ce soit quand on fait une recherche sur Google ou tout simplement quand on like quelque chose sur Facebook ou qu'on se met en contact avec une nouvelle personne sur Viadeo par exemple. Et l'identité calculée, ce sont toutes les données chiffrées qui représentent un peu notre popularité ou notre réputation au sein des réseaux sociaux. Alors le nombre d'amis, le nombre de followers, le nombre de fois où mon tweet est retweeté, liké, etc. Donc la cyberviolence, on peut aussi la définir à partir de ces 3 dimensions. Alors la dimension déclarative est là qui est valable à la fois pour l'identité numérique de la cible, mais de la personne qui émet l'insulte, insulte, moquerie, rumeur. Quand j'insulte une personne, forcément, je dis ce que je pense d'elle, mais je ne sais pas si j'émets par exemple une insulte à caractère raciste, je montre à mon réseau de contact que je suis raciste. Donc c'est bien de l'ordre du déclaratif. L'identité agissante, on le sait que chaque publication est signalée à mon réseau de contact quand je publie quelque chose sur Facebook ou sur Twitter par exemple. Donc c'est le cas, chaque publication, on va dire cyber-violente, est signalée au réseau de contact de la victime si elle a été taguée et de l'agresseur. Donc ça passe par les notifications, ça passe par le statut sur les murs et bien évidemment les likes et retweets des contenus qui sont aussi des traces agissantes. Et l'identité calculée, je l'ai dit juste avant, que parfois la cyberviolence, elle avait pour but de gagner en popularité au sein des réseaux sociaux. Donc on peut prendre l'exemple d'un photomontage qui est vraiment, qui tourne vraiment en ridicule une jeune fille ou un jeune homme. Bon, et bien cette photo est likée des dizaines de fois. Et donc on est bien aussi là dans une dimension calculée de l'identité numérique. Donc, pour définir maintenant le harcèlement en lien avec cette question de traces numériques, on va voir, et donc je vous dis qu'il n'y a pas de consensus dans la littérature. Les travaux sur le cyberharcèlement et la cyberviolence, ils sont nécessairement ils sont récents puisque ces phénomènes, ils
explosent vraiment avec l'explosion des réseaux sociaux au milieu des années 2000. Donc quand on fait la revue de la littérature, on voit que pour certains chercheurs, cyberharcèlement, c'est simplement le fait d'envoyer numériquement des contenus insultants ou moqueurs. Bon, c'est un début de définition. Alors que d'autres ont vraiment à cœur de définir le cyberharcèlement selon des critères vraiment similaires au harcèlement traditionnel, c'est-à-dire avec l'intentionnalité, la répétitivité et le déséquilibre des forces. Et là, on retrouve en fait exactement, sur le plan sémantique, les mêmes problèmes qu'avec le harcèlement scolaire. Et on le sait quand on enquête, enfin moi quand j'ai enquêté en collège, en discutant avec des CPE ou avec des professeurs, certains me disent, voilà, l'élève a été insulté une fois ponctuellement et la maman a appelé pour dire attention, mon fils est harcelé. Donc ça, c'est aussi le problème. Voilà, le fait que le harcèlement et le cyberharcèlement aient été très médiatisés, c'est une bonne chose parce que ça a permis vraiment de placer la focale sur la souffrance qui est endurée par certains élèves et aussi ça a permis aux langues de se délier. Mais désormais, tout acte de violence ponctuelle va être qualifié de harcèlement. Et on retrouve la même chose en ligne. Pour qu'il y ait harcèlement, il faut qu'il y ait répétition de la violence. Sinon, on n'est pas dans le harcèlement. Donc, s'il n'y a pas répétition de cyberviolence, on n'est pas dans le cyberharcèlement. Mais on sait qu'en ligne, la question de la répétition, c'est une question vraiment complexe. Parce que qu'est-ce que la répétition à partir du moment où on est au sein des réseaux sociaux? Ça peut être simplement dû au fait qu'il y ait une défragmentation, on va dire, des tâches. Je donne un exemple. Voilà, j'ai envoyé une insulte ou une image compromettante à l'égard d'une camarade une fois ponctuellement. Donc je ne l'ai pas cyberharcelée, je l'ai juste cyberviolentée. Mais cette image, elle est likée 10 fois par jour pendant une semaine. Donc en fait, la répétition, elle émane du fait que cette image soit likée et tweetée. Donc bon, c'est assez complexe. Ça peut être également dû à la pérennité des traces. Et là, je vais vraiment donner deux exemples. Donc je vais sortir du monde adolescent. On va prendre deux personnes qui sont des personnes, des célébrités, des personnages publics, pour illustrer vraiment ce propos. Et vous voyez, moi-même, en vous donnant ces exemples, à mon tour, je participe de la répétition. Mais bon, il faut que je le fasse. Donc, Laure Manodou, j'espère, m'excusera. Mais rappelez-vous, en 2007, il y avait eu en 2007, Laure Manodou avait vu toute une série de selfies intimes qu'elle avait réalisées pour son petit copain, diffusées sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'était il y a plus de 10 ans. Premier cas vraiment connu de revenge porn en France. Donc les photos avaient bien sûr été immédiatement supprimées du site source, mais on se doute qu'un des photos de Laure Manodou nue, donc d'une célébrité nue, ces photos avaient été copiées, collées et partagées des dizaines de fois. On n'entend plus du tout parler de cette affaire et on arrive en 2016. Donc pour elle, c'est assez... Et puis personne n'en parle. Et moi-même, quand je faisais mes interventions sur l'identité numérique et que je donnais cet exemple, il y a des personnes qui me disaient « on n'a jamais entendu parler de ça ». Et puis arrive le grand poète Booba, qu'on connaît tous puisqu'il s'est encore illustré récemment, qui à la fin d'une de ses chansons nous dit « tu vaux rien comme un selfie de la chatte à Laure Manodou ». Et donc voilà les selfies qui refont surface au sein du web. Donc Laure Manodou en prend connaissance, elle interpelle Booba sur Twitter en lui disant qu'il commet une faute puisque son animal de compagnie est un mâle et non une femelle. Mais le problème, c'est que avec la magie des algorithmes, ces selfies dont on n'entendait plus parler, qui étaient partis dans le web profond, ont refait surface. Quand un autre grand poète interviewe Booba, donc Cyril Hanouna, il lui dit « mais tu te rends compte que, en ayant évoqué ces selfies dans ta chanson, tu les as fait ressurgir ». Première réponse de Booba, et c'est intéressant parce que parfois quand on demande aux élèves, ils nous font la même réponse, c'est de l'humour, c'était pour rire. Bon. Et donc Hanouna dit oui, alors ça t'a peut-être fait rire, mais elle, ça l'a pas fait rire, et il nous répond, je cite, elle a sa chatte sur Internet qu'elle assume. Et donc, encore une fois, la jeune femme se retrouve coupable d'avoir été victime. Ça touche une célébrité, les célébrités le savent, qu'elles sont, on le sait, que leur vie privée peut être
exposé plus facilement que nous par fait anonyme. Mais voilà, l'histoire est assez intéressante parce que du coup, la répétition, là, elle vient vraiment de la pérennité des traces. Personne n'a republié ces contenus, c'est juste le fait de les évoquer à nouveau et de les chercher à nouveau dans les moteurs de recherche que ils refont surface. Et donc pour Laure Manodou, 10 ans après, elle revit cette histoire qui pour elle était totalement classée et dont on ne reparlerait jamais. Autre exemple, cette fois qui va... Alors, Ménel, pourquoi je donne cet exemple? On n'est plus dans la cyberviolence, mais là, c'est vraiment pour montrer aux jeunes que les propos qu'on tient sur les réseaux sociaux peuvent aussi refaire surface. Donc, rappelez-vous, Ménel, c'est une jeune fille donc, qui a participé à l'émission The Voice cet hiver et qui était plutôt bien partie. Et donc, des personnes qui n'étaient pas très contentes de la voir comme ça, bien réussir au sein de cette émission, sont allées un peu farfouiller dans ses comptes et ont retrouvé des tweets qu'elle avait publiés au moment des attentats de Nice et qui, sortis du contexte, laissaient entendre qu'elle était peut-être pro-Daesh ou pro-État islamique. Donc, il y a toute une cabale médiatique qui a été montée contre elle et elle a dû quitter l'émission. Donc ce n'est pas du tout un exemple de cyberviolence, mais ça c'est intéressant. Je le prends aussi quand je parle de ça avec les étudiants pour bien leur montrer l'intelligence des traces, que parfois il faut toujours faire un peu le nettoyage des choses qu'on a publiées en ligne. Bon, Ménel, c'était il y a 2 ans, elle était encore mineure, je pense. Est-ce que des choses que je dis quand j'ai 17 ans, je les pense encore quand j'en ai 19 ou 20, c'est sorti du contexte, etc. Donc ça aussi, on a la pérennité des traces qui, à nouveau, a entaché la réputation de cette jeune fille et qui, surtout, a eu un impact fort sur sa carrière, puisqu'on sait que les jeunes qui participent à l'émission The Voice sont là dans une optique professionnelle. Le but, c'est de faire carrière dans le monde de la musique et de la chanson. Et donc là, on a vraiment un bel exemple à montrer aux élèves ou aux étudiants sur le fait que l'identité numérique et ce que je fais dans ma sphère privée peut avoir parfois des répercussions sur ma vie professionnelle ou étudiante. Donc on en arrive au cœur du propos. Donc comme je disais, avec mes collègues du CREM, on essaye comme ça, on discute beaucoup avec nos collègues du secondaire, que ce soit les professeurs de discipline ou les professeurs documentalistes, et puis on essaye de voir comment cette question de la cyberviolence peut rentrer dans l'éducation aux médias et à l'information. C'est bien sûr une piste de réflexion, mais c'est vrai que rappel ce qu'est l'éducation aux médias et à l'information, qui est inscrite dans le Code de l'éducation depuis juillet 2013. C'est une formation dispensée à tous les élèves des collèges qui comprend obligatoirement une initiation économique et sociale et une initiation technologique ainsi qu'une éducation aux médias et à l'information. Le but étant de contribuer à la réduction des inégalités culturelles et sociales, de permettre à l'élève de s'informer, se cultiver, exercer sa sensibilité et son esprit critique et surtout de le faire passer d'une posture de consommateur de plateforme à une posture d'acteur responsable au sein du web. Donc l'idée qu'on a eue, ce qu'on va essayer de faire cette année avec des professeurs documentalistes de collège, c'est de travailler sur la question des traces numériques à partir des exemples là que je viens de montrer ou d'autres, et de montrer, de voir que l'identité numérique, qui est aussi au cœur de l'éducation aux médias et à l'information, puisque l'éducation aux médias et à l'information, c'est vrai que parfois pour les personnes, c'est l'éducation aux médias de masse, aux grands médias et à l'information journalistique, mais c'est aussi l'éducation aux médias sociaux et à l'information numérique. Donc l'idée, c'est que le travail sur l'identité numérique, les traces numériques, ça peut être aussi une entrée pour justement évoquer ces problèmes de cyberviolence et de cyberharcèlement. Donc investir la notion de traces numériques dans l'EMI et s'appuyer sur les différentes dimensions de l'identité numérique pour éveiller les consciences. C'est aussi permettre aux élèves d'avoir une meilleure connaissance du fonctionnement des médias sociaux et de l'intelligence des traces. C'est justement, avec les exemples que j'ai donnés, montrer que les traces numériques ne s'effacent pas et qu'elles peuvent toujours refaire surface à un moment ou à un autre, entacher la réputation de la victime ou de l'agresseur, mais aussi parfois apporter la preuve des méfaits. C'est aussi, il y a une question comme ça d'ordre juridique qui peut être aussi creusée. C'est aider les élèves à réfléchir à leur activité en ligne, alors qu'ils soient auteurs de cyberharcèlement ou encore témoins actifs, passifs des agressions,
Et c'est bien évidemment les éduquer à l'esprit critique pour qu'on espère. Alors bien évidemment, moi je ne suis pas du tout dans voilà, je suis pas dans l'utopie où on va changer le monde et le harcèlement scolaire va disparaître et il n'y aura plus de cyberviolence. Mais si quelques-uns peuvent réfléchir avant de liker, de partager la photo et de se dire quelles conséquences ça va avoir sur la cible, mais également sur moi et mon identité numérique, ben, ce sera déjà une bonne chose. Dernière piste, et après j'en aurai terminé, c'est qu'en fait on ne peut pas traiter la violence indépendamment de la cyberviolence aujourd'hui, et de même on ne peut pas parler du cyberharcèlement sans parler du harcèlement scolaire, et donc c'est complètement impossible de focaliser sur la violence hors ligne indépendamment de la violence en ligne. Et donc une autre piste, alors là qui est plutôt dédiée aux jeunes élèves, c'est tout le travail à faire autour de l'empathie, l'éducation à l'empathie, et aider les élèves, les jeunes élèves à développer leurs compétences émotionnelles. Donc les compétences émotionnelles, on sait, elles sont nécessaires à l'adaptation de l'individu à son environnement, à sa socialisation et au développement de sa sensibilité à l'égard des autres. La plupart des études issues de la psychologie qui sont dédiées au harcèlement scolaire ont montré que les émotions et l'empathie avaient vraiment un rôle dans les situations de harcèlement scolaire et chez les différentes parties prenantes. Donc le harcèlement, rapidement, c'est un phénomène de groupe. Généralement, un élève meneur, leader, qui est suivi par ceux qu'on appelle les suiveurs, s'en prend à une cible et autour, il y a les témoins passifs qui voient mais ne disent rien. Et donc les émotions sont impliquées. L'élève meneur, on le sait, parfois, dans la plupart du temps, il n'a pas trop de capacité d'empathie, il n'arrive pas à faire preuve d'empathie. Donc, ça fait que les violences sont exercées à l'encontre de sa cible. Quoique d'autres auteurs disent, c'est peut-être justement parce qu'il est très empathique et qu'il arrive à appuyer là où ça fait mal. Les suiveurs, parfois, ou les témoins passifs, quand on les interroge, pourquoi ils s'adonnent au harcèlement scolaire? C'est tout simplement parce qu'ils ont peur, en fait. C'est la pression sociale, la pression du groupe qui fait que, ils se disent, si je ne suis pas le leader, je vais perdre mes copains. Et le témoin passif se dit, ouh là là, moi je me tais parce que si je dis quelque chose, ça va me retomber dessus. Donc il y a la peur, et la peur c'est bien une émotion. Pour l'élève harcelé, on sait que parfois ce sont des élèves qui souffrent de ce qu'on appelle l'alexithymie. Donc c'est l'incapacité à en fait verbaliser ses émotions. Donc je n'arrive pas à... En gros, l'idée c'est que j'ai une réaction physique, je sais pas, je tachycarde et je comprends pas que j'ai peur, je rougis, je comprends pas que j'ai honte, etc. Donc je n'arrive pas à verbaliser mes émotions. Donc ça va énerver le harceleur qui se dit mais pourquoi il ne réagit pas? Alors qu'en réalité j'ai mal mais je n'arrive pas à le dire. Donc on est comme ça dans une surenchère. Donc c'est aussi une piste. Et je sais qu'hier j'ai fait mon petit tour de stand. Il y avait des personnes qui évoquaient justement différents jeux et différentes façons de développer les compétences émotionnelles et d'éduquer à l'empathie. Donc en France on a un chercheur qui s'appelle Omar Zana qui est un des spécialistes de l'éducation à l'empathie, qui donc a testé différents jeux en école maternelle, je vais en citer quelques-uns, et qui nous dit que l'éducation à l'empathie, c'est vraiment une piste pour diminuer la violence scolaire et le harcèlement scolaire. Ce sont des jeux qui ont pour but forcément de permettre aux élèves de jouer ensemble et surtout de pratiquer ensemble de telle sorte qu'ils ressentent synchroniquement les mêmes sensations. Ce sont des jeux qui permettent aux élèves de s'observer et de telle sorte que leur disposition à l'empathie soit sollicitée. Ce sont des jeux, je vais vous donner des exemples, qui sont basés en fait sur l'idée qu'on change de rôle. Donc chacun tour à tour joue un rôle spécifique pour éprouver les mêmes ressentis. Et ce sont des jeux qui après doivent faire l'objet d'un petit débriefing avec les professeurs ou les éducateurs pour que les élèves parlent de leurs ressentis, décrivent et expriment les sensations et les émotions en présence de leur père et de manière assez libérée, sans jugement. Donc il y en a plusieurs. En voilà 5 qui sont les plus connus et ce sont des jeux qui sont vraiment mis en place. J'ai pu moi assister dans des collèges de Nancy à des séquences de jeux, des
Mais rapidement, donc le jeu des mousquetaires, c'est un jeu qui se joue à 4. Vous avez donc 3 élèves qui doivent tenir une position particulière. Donc c'est les bras tendus vers le ciel, l'autre a les bras tendus de manière parallèle au sol et le troisième tient sur une jambe. Pendant ce temps-là, le quatrième court autour de la salle et il doit être attentif en fait à l'expression de ses camarades, que ce soit l'expression corporelle, on voit le camarade qui devient tout rouge, il n'arrive plus à respirer tellement qu'il a mal, ou alors le camarade qui dit « Viens, j'arrive plus, j'ai mal au bras, j'ai des fourmis », et donc le quatrième qui fait office de joker vient le remplacer, et ainsi de suite. Donc ça se joue en parallèle avec plusieurs groupes, et puis l'équipe qui gagne, c'est l'équipe qui a tenu le plus longtemps. Donc là, ça nécessite vraiment d'être attentif à l'expression et du corps et du langage des camarades. Le jardin des sculptures, ça on le fait aussi à l'école maternelle, mais c'est des jeux qui peuvent aussi être faits à l'entrée au collège. Donc l'idée, c'est un élève se place au milieu de la salle, il ferme les yeux, il s'abandonne complètement à son camarade qui va le sculpter. Donc bouger ses bras, ses jambes pour lui donner une position particulière. Ça nécessite de faire confiance à l'autre, puisque l'autre va toucher notre corps et bouger nos bras, nos jambes. Ça permet aussi à l'autre élève sculpteur de prendre soin de son camarade et de voir que si la personne, on le met dans une position qui le dérange, il faut tout de suite se rétracter et le mettre autrement. Le jeu des 3 figures qui a été développé par Serge Tisseron principalement, c'est l'idée, donc ça se joue à 3, vous avez une victime, un agresseur et le sauveur. Et donc les élèves inventent comme ça une petite scène à partir en général d'images qu'ils ont vues à la télé ou d'histoires qu'ils ont entendues. Et donc, tour à tour, les élèves changent de rôle. Donc, on commence, l'un joue la victime, hop, deuxième tour, il jouera l'agresseur, et troisième tour, il jouera le sauveur. L'idée, c'est que chacun des 3 élèves se mette à la place des 3 personnages, et que les élèves qui ont plutôt l'habitude d'être victimes dans la cour de récré puissent découvrir ce que ça fait d'être agresseur ou sauveur. Feeling, c'est un jeu en ligne, alors je ne sais pas si je vais avoir accès à Internet, qui a été développé, c'est un jeu de plateforme en fait. Non, ça ne fonctionne pas, mais vous retrouverez en ligne par Nicole Kathleen et d'autres chercheurs. Donc c'est un jeu de plateforme, vous tirez une carte, donc ça se joue en équipe. En fait, c'est une carte sur laquelle sont indiquées différentes situations. Par exemple, j'en tire une et c'est écrit intégration des élèves handicapés à la rentrée dans ma salle de classe. Et je joue avec mon camarade et je dois deviner l'émotion que ça lui procure quand on lui dit qu'à la rentrée, il y aura plusieurs élèves handicapés physiques et moteurs dans sa salle de classe. Donc les émotions, ça peut être je suis content, j'ai peur, ça m'intrigue, je suis en colère, je refuse, etc. Et donc l'idée après, c'est d'en parler avec le professeur. Pourquoi ça te fait peur d'avoir des camarades handicapés à la rentrée, etc. Valeurs en main, c'est un nouveau petit jeu qui a été créé par Willy Pierre. Willy Pierre, c'est le président de l'association Les Parents et du collectif You Are Heroes. C'est tout simplement un jeu de cette famille. Sauf qu'au lieu de... C'est la famille respect, c'est la famille communication, et puis au lieu de chercher le père et la mère, vous cherchez d'autres valeurs qui font partie du champ lexical, du respect, de la solidarité. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on collecte la carte, on discute avec l'enfant sur... On lui pose la question tout simplement, est-ce que toi tu as déjà fait preuve de solidarité? Est-ce que tu as déjà fait preuve de respect? Ou au contraire, est-ce que tu t'es déjà montré irrespectueux? Et l'idée, voilà, c'est de travailler autour des valeurs, des émotions, pour permettre aux enfants de s'exprimer et de développer leurs compétences émotionnelles de la manière la plus ludique possible. Et j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Hier, à votre place, il y avait le ministre de l'Éducation nationale. À l'écoutant, j'ai eu l'impression qu'il avait une vision très technocentrée du numérique. Et là, on est en train de parler d'émotion. Et il a annoncé la création d'une nouvelle discipline
si j'ai bien compris, ça s'appelait les sciences informatiques. J'ai un peu l'impression que les savants en blouse blanche ont encore rapporté la partie sur le numérique. Et que, quelque part, on ne se rend pas compte que le numérique, c'est avant tout de la lecture, que le numérique, c'est avant tout des émotions. Enfin, le numérique, c'est pas des émotions, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, mais je veux dire que les problèmes qu'on rencontre, qui sont parfois liés au développement d'outils numériques, eh bien, on les règle pas forcément en expliquant comment on code et en mettant des disciplines de sciences informatiques. Et il me semble qu'on passe à côté de quelque chose d'essentiel et vous en parlez. Je ne sais pas si ça fait, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est des discussions que j'ai beaucoup. Donc moi-même, j'enseigne la communication au sein d'un département informatique, donc à l'IUT Charlemagne. Donc la plupart de mes étudiants s'apprêtent à devenir informaticiens et tous mes collègues sont chercheurs en informatique. Et je suis bien évidemment pour l'intégration des sciences de l'informatique au sein, c'est important, que les élèves apprennent à coder. Hier, on nous a interviewé sur quels étaient les grands coups de cœur. Moi, je suis très fan des petits robots, des Fab Labs et de toutes ces choses, mais c'est vrai que dans les sciences de l'informatique, et là, je prêche pour ma paroisse, il faudrait aussi intégrer les sciences de l'information et de la communication au sein des établissements scolaires, leur apprendre à faire, et c'est ce qu'on fait au sein de mon département. On est 4 profs de com. Les étudiants, on est dans le guidon, ils codent, ils développent, ils savent tout faire, mais après, quand on leur parle justement d'identité numérique, de sociologie du web, tous les travaux de Dominique Cardon, etc., la manière dont fonctionnent les algorithmes, on se rend compte qu'en fait, ils savent faire, mais ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Donc oui, moi, je suis pour l'intégration de l'informatique totalement dans les établissements, mais qui doit être nécessairement couplée à la sociologie de l'informatique ou de la communication numérique. Voilà. Bonjour, Didier Sylberti, je suis proviseur d'un petit lycée professionnel du bâtiment de Le Tarn, à Castres, sous-préfecture. C'était un petit peu d'humour pour ceux qui ont suivi l'actualité au mois de juillet. Moi, ça m'a servi, les réseaux sociaux, pour tout à fait le contraire de ce que vous amenez, c'est-à-dire pour lutter contre le harcèlement. En fait, j'ai découvert un réseau de télévision, j'avais 2 soucis, grâce à Facebook et tous ces réseaux. Bon, c'est pas moi qui me connectais, c'était ma CPE, jeune, voilà, très féru de tous ces outils-là. On a découvert qu'on avait un surveillant qui tenait des propos racistes et qui avait un blog sur Facebook, qu'il mettait à jour avec des photos des élèves du lycée. Voilà. Donc on a pu s'en séparer aisément. C'était une vraie preuve. Oui. Et après aussi, au bout d'une semaine et demie, on s'est rendu compte que les jeunes étaient harcelés à l'internat, ils étaient frappés, battus. Et bien sûr, les gens se filmaient. Donc pour nous, ça a été beaucoup plus facile et aisé de monter un conseil de discipline. Voilà. Oui, c'est vrai. Comme je l'avais dit, ça apporte la preuve des méfaits. Ça, c'est aussi une piste à creuser. Encore une question? Ah oui. En lycée, j'ai eu à traiter l'année dernière une situation de cyberharcèlement envers plusieurs jeunes filles dans un groupe d'une classe identifiée qui m'a conduit en fin d'année à mener quand même 5 conseils de discipline à ce propos. Et en fait, je me suis vraiment aperçue, ça a déclenché beaucoup de choses, qu'il y avait, donc c'était sur une messagerie privée, de la classe, une grande différence entre ce qui était écrit, et les élèves l'ont très bien moralisé ensuite, c'est-à-dire qu'en fait, dans ce qui était écrit, toutes les filles étaient des putes, des salopes, notamment un groupe de filles identifiées, des mots vraiment très très forts, qui moi m'ont choqué. J'ai demandé à des personnes autour de moi qui ont été quand même très choquées des mots crus utilisés, je ne les citerai pas tous. Et en fait, en discutant ensuite avec à la fois les garçons et avec les filles, là c'est essentiellement, c'est que les garçons qui mettaient les textes, les filles étaient très passives, mais elles voyaient passer les messages. Et ensuite, à l'oral, les garçons comme les filles ont exprimé que, en fait, c'est une façon d'écrire. C'est une façon d'écrire qui ne représente pas leur vraie réalité. On écrit toutes les filles sont des putes tout le temps. Enfin voilà, c'est comme ça, c'est dans le langage. Les filles en étaient conscientes, mais en fait, elles avaient au quotidien d'assez bonnes relations avec les garçons. Ça se passait sur Internet, mais pas du tout dans la réalité. Comme les filles se sentaient embêtées par les garçons, elles en avaient discuté, les garçons avaient tout de suite arrêté, mais ça continuait sur Internet. Et je voulais savoir si ça, vous l'avez rencontré du coup. Ce décalage complet entre quelque chose qui pour eux est tellement virtuel que presque ça n'a plus de sens.
il y a cet aspect et le fait aussi que les grossièretés font vraiment partie du langage commun. Alors je cite avec des guillemets bâtard, PD, parfois c'est pas... Enfin, et je sais que j'ai discuté avec des quatrièmes d'un collège et l'infirmière qui participait aussi aux enquêtes que je menais, et les filles expliquaient que le terme pute et petite pute, c'était vraiment affectif en fait. Et que l'une m'a dit, moi, ma meilleure amie, je l'appelle ma petite pute. Alors quand le CPE ou le surveillant entend pute, il me dit, oui, surveille, tu es en train d'harceler verbalement. Et elle dit non, en fait. Et donc il y a aussi cet aspect à prendre en compte. C'est vrai que le fait que pour eux, et ça vient sans doute encore de tous ces discours médiatiques technicistes qu'il y aurait, moi je déteste le terme virtuel quand on nous parle de communauté virtuelle, de monde virtuel, puisque il n'y a pas plus réel que ce qui se passe sur le web. Donc peut-être que pour eux c'est déconnecté de la réalité. En tout cas quand ils agissent, c'est vrai qu'après quand ils en sont vraiment victimes et que les photos surgissent, là ils comprennent bien que c'est la réalité. Mais là c'est vrai qu'il faut prendre aussi en compte que les mots vulgaires sont aussi parfois des mots affectifs. Et donc ça c'est aussi, encore une fois, le but, quand je vous disais que les collègues du CREM, on travaille beaucoup sur les représentations sociales, on essaye un peu de déconstruire tout ça, puisque comme l'exemple que vous donnez est vraiment parlant, que pour eux c'est pas si grave que ça, et nous adultes on voit pute, il est cyberharcelé, c'est de la violence verbale, alors que pour eux ça n'a vraiment aucun sens. De même que pour prolonger, certains m'ont confié qu'ils avaient qu'ils étaient plus anxieux à l'idée de se faire insulter dans la cour de récré que sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils m'ont dit, moi, si je veux pas me faire insulter sur Facebook, je les supprime tous en tant qu'amis, je supprime Facebook, j'allume plus mon portable. La peur au ventre, je l'ai quand je suis dans les couloirs. Et cela, ça fait vraiment mal. Donc aussi, c'est vrai qu'il faut relativiser tout ça. Encore une là. Bonjour, Michael Fredensel, je travaille à l'Université Paris-Descartes, je crée des jeux pour l'éducation, donc ça n'a rien à voir. Ma question c'est éduquer les enfants donc, à ces sujets. Comment éduquer l'établissement dans lequel on est à ces sujets pour qu'il ne soit pas contre-productif par rapport à cette éducation-là? Vous voulez dire les enseignants, les équipes éducatives? Le reste de l'institution, effectivement, pour être soutenu en fait dans cette volonté-là. Peut-être c'est une belle mission que les professeurs documentalistes pourraient relever. Ça dépend. On avait cette discussion qui n'avait rien à voir, mais la réponse sera bien. On a au sein des établissements maintenant des professionnels de l'information et de la communication qui sont nos collègues professeurs documentalistes. Ça peut être des entrées. Alors moi concrètement, je ne sais pas, j'aurais même plutôt envie de donner la parole à des enseignants. Comment on peut faire? Il y a aussi toute cette question on le disait hier, d'affinité entre les collègues de génération. Je sais que moi, par exemple, j'autorise le portable en cours, mais je ne suis pas au collège, à l'université, et c'est même, je ne peux pas faire cours si mes étudiants n'ont pas accès à Internet. Et je sais que pour certains de mes collègues, c'est complètement aberrant. Et ils me disent, à cause de toi, on va devoir utiliser le smartphone. Donc c'est vrai que c'est une vaste question. Je n'ai pas vraiment de réponse concrète. Je sais qu'il y a de plus en plus d'établissements qui font de la prévention, mais bon, prévention sans éducation, ça ne fonctionne pas trop. Donc peut-être que les jeunes générations de profs, et on les voit au CAPES de documentation, parce que je suis jury au CAPES de documentation, il y a des jeunes qui sont bien connectés, mais qui ont bien l'esprit critique et le recul dont on parlait avec la première question tout à l'heure. Mais donc je ne peux pas vous répondre concrètement, je suis désolée. Une dernière pour la route. Oui. Non, en fait, c'est juste pour répondre à la question précédente. Audrey Desmonières-Rouvet, je suis professeure documentaliste en lycée. Je reviens. Alors, c'est assez particulier dans les établissements parce que je pense que ça dépend en fait de l'identité même de l'établissement. C'est quelque chose qui se fait aujourd'hui encore très en local et qui n'est pas forcément dans forcément une politique académique ou une politique nationale. C'est vraiment quelque chose au cas par cas
en fonction de l'établissement. Dans mon établissement, on a discuté de ça avec le proviseur, notamment avec la nouvelle loi qui est arrivée pour l'utilisation des téléphones portables. Clairement, je lui ai dit que pour nous, ce n'était pas possible au CDI de refuser aux élèves l'utilisation en fait, de leurs outils numériques. C'est juste infaisable, ingérable. Et clairement, étant donné que je travaille également moi avec mes outils, je trouve ça un peu bizarre de refuser ça aux élèves. Mais c'est quelque chose qui a été discuté, vu, on a pesé le pour et le contre. Et à partir du moment où il y a un arrangement très clair et qui est diffusé dans l'établissement à l'ensemble des personnels, on peut trouver des solutions par rapport à ça. Donc ça, c'est une première piste, mais parmi tant d'autres à mon avis. Je pense que c'est bon. Voilà, il n'y a plus de questions. Merci à toi. Merci à vous.